Alors, bonjour tout le monde. On va commencer avec le webinaire. Quelques petits rappels pour tout le monde. La session d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Donc, on est le 18 juin 2024. Il est 13h01. Un rappel aussi qu'on est en mode présentation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vos microphones sont en mute et vos caméras sont éteindues. Donc, si vous avez des questions tout au long de la présentation, je vous invite à utiliser la fonctionnalité en bas de l'écran qui est le Q&A ou le question-réponse directement sur Zoom. Ça va nous permettre de recevoir vos questions et potentiellement pouvoir les répondre là, tout au long de la présentation ou à la fin au cours de la période désignée. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, de ce que je peux voir, je pense que tout le monde me connaît. Mais néanmoins, moi, c'est Niraj Makkar. Je suis le vice-président régional chez NCM pour le territoire ou la région, la province du Québec ainsi que la grande région d'Ottawa. Juste aussi vous indiquer, avant qu'on commence, parce que j'ai Phil qui nous rejoint, Phil Diorio, mais avant qu'on commence, je voulais prendre une petite minute pour juste vous décrire un peu qui on est, qui est NCM, parce qu'on est vraiment une firme qui existe depuis 1999. Une chose à noter, on célèbre cette année notre 25e anniversaire. On a été nommé en fait en tant que finaliste parmi le prix du fournisseur de fonds communs de placement de l'année. C'était notre quatrième nomination au cours des 6 dernières années. Un rappel que nous autres, chez NCM, on offre des solutions qui sont concentrées. Donc, j'entends par là des fonds qui ont entre 35 à 45 positions individuelles. On offre des solutions avec de la part active élevée. Donc là, on veut dire vraiment des solutions qui se différencient des indices. Et aussi, la majorité de nos solutions sont offertes en catégorie de société, donc en corporate class. Les deux mandats qui sont gérés par Phil, eux aussi sont gérés, ils sont offerts en corporate class. Peut-être que je vais juste présenter aussi Phil Diorio, qui est gestionnaire de portefeuille chez nous. Une petite chose à noter, il est originalement de Montréal, de Ville-Mont-Royal. Donc il a déménagé à Toronto à l'âge de 10 ans. C'est sûr que l'anglais, c'est sa langue principale, mais il se débrouille assez bien en français. Et donc, on a la possibilité de l'avoir sur l'appel avec nous aujourd'hui. Phil, en fait, se concentre principalement sur les actions mondiales. Il a plus de 20 ans d'expérience en recherche et en gestion de portefeuille dans les actions mondiales et américaines. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille chez nous pour le Fonds mondial de base ainsi que le Fonds international de base, en plus d'être sur le comité des actions mondiales chez nous. Avant de rejoindre NCM, peut-être que certains d'entre vous l'avaient reconnu, Phil était gestionnaire de portefeuille chez Century Investments. Il a également travaillé chez Placement CI ou Arbor pendant plus de 10 ans en tant qu'analyste des investissements et gestionnaire de portefeuille aussi. Donc, il détient son bac en commerce de l'Université Western en Ontario. Il a une maîtrise en administration d'affaires, donc un MBA de l'Université de Toronto. Et Phil est également titulaire de la charte CFA. Alors, avant de passer ici le flambeau à Phil, je pense que ce que je peux faire, Phil, je vais te poser une petite question pour débuter. Euh, Phil, donc au Canada, je sais que l'économie, on voit qu'elle a été assez stagnante ou on la qualifie comme telle, à tel point que la Banque du Canada, plutôt, on a vu là, dans les dernières semaines une baisse de taux d'intérêt de 25 points de base. En Europe, on en a vu, on s'en attend encore plus d'ici la fin de 2024, mais la situation est différente aux États-Unis. Alors, Phil, euh, étant donné que tu as une vision globale, peux-tu nous donner un aperçu de ce que tu es en train d'observer ou que l'équipe observe d'un point de vue macroéconomique? Oui, merci Niraj.
Euh, En ce qui concerne notre vision économique globale, je vais être bref. Nous construisons nos portefeuilles en nous concentrant sur les entreprises individuelles plutôt que sur les grandes tendances économiques. Sur le plan économique général, nous prévoyons une évaluation en douceur. Malgré les défis, l'économie mondiale a montré une grande résilience. L'inflation diminue, ce qui permet aux banques centrales à travers le monde de réduire leur taux d'intérêt. Récemment, le Banque du Canada a baissé ses taux de 25 points de baisse, tout comme le BCE en Europe. Aux États-Unis, en raison de leur économie robuste, les baisses de taux pourraient prendre plus de temps, mais nous voyons des baisses de taux à l'horizon. Sur la prochaine diapositive, je soulignerai que malgré les défis tels que la pandémie de COVID-19 et le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient, l'économie mondiale s'est bien maintenue. Les marchés des produits alimentaires, de l'énergie et les supply chains ont été sérieusement perturbés. De plus, l'inflation à des niveaux records depuis des décennies a entraîné un resserrement monétaire important. Malgré cela, les prévisions de croissance économique mondiale par des organismes comme OECD ont été revues à la hausse ces derniers mois, ce qui montre que l'économie mondiale se porte bien. Euh, Juste la prochaine diapositive, le next slide. Ouais, voilà. OK, mais ensuite de ça, ben, chez NCM, Phil, on ne détient pas nécessairement d'actions qui sont considérées pas rentables. Toutes nos entreprises, je sais qu'ils doivent passer certains tests quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Nos gestionnaires, souvent, suivent un processus très rigoureux d'investissement qui est discipliné. Alors, Phil, peux-tu, en fait, juste nous parler ou nous présenter de la philosophie d'investissement de l'équipe mondiale? oui, bien On va, sûr, on va Mirage. juste passer à la prochaine slide aussi. Voilà. Ouais. Parfait. OK, bien sûr, Niraj. Je suis heureux de vous parler de cela, en ce qui concerne notre philosophie d'investissement. Si je devais décrire notre style en un mot, ça sera qualité. La qualité est un terme fréquemment utilisé et qui peut avoir des significations différentes selon les personnes. Je vais donc prendre quelques minutes pour expliquer ce que nous entendons par qualité. En ce qui concerne notre approche, nous disposons d'une liste de contrôle des caractéristiques que nous recherchons. Nous aimons les entreprises qui opèrent dans des bonnes structures industrielles. J'entends par des entreprises qui sont compétitives dans des secteurs où les barrières à l'entrée sont élevées, ou ce que Warren Buffett appellera un large marge de manœuvre économique. En anglais, c'est un wide economic moat. En règle générale, ces secteurs présentant des structures de type oligopole, où il y a deux ou trois grands acteurs dominants dans le marché. Dans ce type de dynamique, il est difficile pour des nouveaux joueurs d'entrer sur le marché et de le perturber. L'informatique dématérialisée est un exemple. Il y a Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure et Google Cloud. Ces trois entreprises détiennent environ 66%
des parts de marché et ils sont dominantes. Il s'agit d'une bonne structure industrielle. Parmi les autres exemples, citons Meta et Alphabet dans le domaine de la publicité numérique et Home Depot et Lowe's dans celui de la rénovation. Tous ces exemples montrent qu'il existe 2 ou 3 joueurs dominants et qu'il y a difficile de détrôner. Ainsi, une fois que nous avons trouvé une entreprise opérant dans une bonne structure industrielle, il est aussi important d'assurer qu'elle est digérée par une équipe de gestion expérimentée afin qu'elle ne gâche pas une bonne chose. Lorsque vous combinez une entreprise solide, opérant dans une bonne structure industrielle et dirigée par une équipe de gestion compétente, vous obtenez généralement des entreprises qui peuvent en générer un flux de trésorerie libre robuste, tout en générant des rendements élevés sur les capitaux propres, la capacité de maintenir des bilans impeccables et de fournir une croissance stable des bénéfices sur un horizon à long terme. J'aimerais ensuite parler un peu de notre processus d'investissement. Next slide, please. Comme je l'ai dit précédemment, nous consacrons la majeure partie de notre temps à la recherche d'entreprises. Nous lisons beaucoup et faisons des recherches très approfondies sur nos entreprises. Cela finit par faciliter notre approche de portefeuille concentré, où nous détenons généralement 35 à 45 actions dans nos portefeuilles. Un avantage d'une approche très concentrée est que nous connaissons très bien nos entreprises. Cela nous est utile lorsque nous traversons des périodes de volatilité et de baisse des marchés. Lorsque cela se produit, les bébés sont généralement jetés avec l'eau de bain, ce qui offre de formidables opportunités d'ajouter des titres à nos entreprises préférées lorsque nous pensons que la vente de leur action n'est pas justifiée. Vient ensuite le risque. Nous adoptons un cadre solide de gestion des risques. Une partie de ce cadre consiste à comprendre les risques spécifiques à chaque entreprise dans le portefeuille. Le niveau suivant de gestion de risque consiste à assurer que notre thèse d'investissement reste valable pour chaque entreprise que nous détenons. Les choses peuvent changer au fil du temps. C'est pourquoi nous réexaminons constamment notre thèse d'investissement pour chaque participation afin de nous rassurer qu'elle reste solide. Parfois, la thèse s'effondre et je vais vous donner un exemple. Au début de l'année 2022, Facebook a tenu une conférence téléphonique au cours de laquelle Zuckerberg a annoncé que son entreprise allait dépenser plus de 10 milliards de dollars dans la Metaverse. Cette annonce a surpris le marché et l'action a chuté de 25%. La raison pour laquelle nous détenions Facebook à l'époque était son activité de publicité numérique, génératrice de liquidité. Nous n'étions pas ravis d'attendre qu'il allait gaspiller des milliards de dollars dans un nouveau domaine qui n'avait pas fait ses preuves. Notre thèse d'investissement n'était plus valable. Nous avons donc vendu l'action le même jour, alors qu'elle avait baissé
25%. L'action ensuite a chuté 70% après notre vente. Une année plus tard, Zuckerberg a fait un demi-tour en déclarant que Meta allait se concentrer davantage sur l'efficacité des coûts et réduire l'importance de la metaverse. Nous avons été très heureux d'entendre cela et nous avons racheté l'action environ 25% plus bas que nous avons vendu. Quoi qu'il en soit, cela revient à dire que nous sommes disciplinés et que nous vendrons un titre lorsque la thèse d'investissement ne correspondra plus à la réalité. L'autre aspect de la gestion de risque est la discipline en matière d'évaluation. Nous utilisons des modèles d'actualisation des flux de trésorerie pour nos entreprises et nous surveillons en permanence les cours des actions par rapport à notre estimation de la juste valeur. Lorsque les actions dépassant de trop loin de notre estimation de la valeur intrinsèque, nous réduisons ou nous éliminons nos positions. Je dirais également que nous avons une vision à long terme du marché, car nous aimons nous projeter dans 4 ou 5 années à venir. L'un des avantages de la vision à long terme est qu'elle nous aide à ignorer le bruit qui peut se produire à court terme. C'est ce qui s'est passé en COVID. Ça, c'est un bon exemple. Parce qu'en mars de 2020, le S&P 500 a enregistré une baisse de près de 35% en plus d'un mois. Si nous étions trop concentrés sur le court terme, il y aurait été très tentant de ramasser un tas de liquide en raison de la peur rampante qui régnait sur le marché. Cela aurait été une grave erreur, car le marché s'est fortement redressé après cette forte baisse. Penser à l'investissement à long terme est donc un élément clé de notre processus d'investissement. Next slide, s'il vous plaît. Voyons maintenant comment nous choisissons les actions pour le portefeuille. Notre fonds mondial a la capacité d'aller partout, les États-Unis, Europe ou Japon, ou sur les marchés émergents. Il s'agit de dizaines de milliers d'actions cotées en bourse de la monde entier. Pour nous aider à réduire ce nombre, nous avons mis un point utile de sélection quantitatif exclusif. Cet utile prend l'univers mondial des actions et les sélectionne sur la base du rendement des capitaux propres et du rendement du capital investi. Notre seuil pour le rendement des capitaux propres, ROE, est 15%, et pour le rendement du capital investi, Return on Invested Capital, c'est 10%. Ces seuils doivent être atteints à une fréquence spécifique. Après ça, nous procédons à cette sélection. Nous réduisons notre univers d'investissement à 50 000 à 1 200 actions. À partir de cette liste, nous réduisions encore le nombre de titres à 100, que nous appelons notre liste de titres Global Best of Breed. C'est à partir de cette liste que nous construisions notre portefeuille global qui investit dans 35 à 45 actions.
Super. Merci Phil pour l'explication. Question ici que je me pose aussi. Tu sais, la philosophie d'investissement qu'on a, ben, c'est évidemment un élément qui est important dans notre processus de décision. Mais lorsqu'on creuse entre les chiffres, on voit qu'il y a comme un niveau d'aide additionnel qui vient comme clore la décision, un niveau d'aide à l'investissement. Et c'est ce qui nous pousse souvent à choisir une entreprise plutôt qu'une autre. Souvent, on possède ces entreprises avant que ben, la communauté des investisseurs réalise le potentiel de leur investissement en capital. Ben, aujourd'hui, ces thèmes qui sont dignes d'intérêt. Mais Phil, si c'est possible, peux-tu peut-être nous présenter quelques-unes des tendances, en fait, qui, selon nous, vont pouvoir aider certaines des entreprises qui sont dans notre portefeuille? Oui, bien sûr, Niraj. C'est le moment idéal pour aborder les grandes tendances mondiales que nous observons et les actions que nous détenons pour tirer un profit. Avant d'entrer dans les détails, notons que toutes nos actions ne sont pas liées à des thèmes spécifiques. Nous investissons également dans des sociétés de haute qualité, bien gérées, qui répondent à nos critères rigoureux, comme Costco et Walmart, qui ne sont pas directement liés au thème que nous allons aborder aujourd'hui. Maintenant, passons aux sujets principaux. Next slide, s'il vous plaît. Le premier thème porte de l'événement. On utilise plusieurs termes différents pour désigner ce sujet, comme l'electrification, la transition énergétique ou la décarbonisation, que je vais utiliser de manière interchangeable. En substance, ces termes désignent des initiatives mondiales visant à rendre la planète plus verte. Prochaine, next slide, please. L'électrification cible principale trois secteurs importants, les transports, les bâtiments commerciaux et résidentiels et l'industrie. Ensemble, ces secteurs représentant plus de 60% des émissions totales de gaz à effet de serre aux États-Unis. La réduction des émissions dans ces secteurs est cruciale pour décarboner l'économie mondiale et à terme atténuer les effets du changement climatique. Nous investons dans les entreprises qui sont pointées pour réduire l'empreinte carbone. Environ 70% des émissions de carbone peuvent être diminuées avec les technologies actuellement disponibles. Deux sociétés que nous détenons, Eaton Corp et Schneider, produisent une large gamme de produits qui aident d'autres entreprises à réduire leur impact sur l'environnement. Next slide, s'il vous plaît. Eaton Corp et Schneider Electric améliorent les immeubles de bureaux en réduisant les coûts et les émissions de carbone. Leur solution de gestion d'énergie peuvent réduire jusqu'à 42% des émissions de carbone des bâtiments existants, avec un retour sur investissement rapide en moins de 3 ans. En plus des immeubles du bureau, Eaton et Schneider fournissant des produits en technologie pour les véhicules électroniques, les pompes à chaleur, les réseaux intelligents et les génies renouvelables. Ces solutions contribuent à diminuer l'empreinte carbone des industries clés,
responsable de la majorité des émissions de carbone. Next slide, s'il vous plaît. Le marché de gaz industriel est crucial pour nombreuses industries mondiales. Nous investons dans Air Liquide et Linde, leaders dans ces secteurs. Ils fournissent des gaz essentiels comme l'oxygène et l'hydrogène à des industries variées comme le pétrole et la pharmacie. L'hydrogène est un pot clé ici. Il est produit actuellement principalement à partir de gaz naturel. Ça, c'est gray hydrogen. Mais il existe aussi des alternatives plus écologiques comme blue hydrogen avec carbon capture et aussi green hydrogen produit avec l'énergie renouvelable. Le marché de green hydrogen devrait croître considérablement, atteindre plus de 100 milliards de dollars d'ici de 2030. Air Liquide et Linde sont en première ligne pour développer green hydrogen, ce qui représente une énorme opportunité pour ces entreprises à l'avenir. Prochaine slide, s'il vous plaît. Un autre thème clé est le vieillissement de la population et ses implications pour la santé. La proportion de personnes âgées de plus de 65 ans a augmenté rapide à l'échelle mondiale. En 2050, environ 16% de la population mondiale aura 65 ans ou plus. Et ce chiffre pourrait atteindre 25% à la fin du siècle. Next slide, s'il vous plaît. En 2017, il y avait 1 milliard de personnes âgées plus de 60 ans et ce nombre devrait doubler d'ici à 2050 et tripler à la fin de le siècle. Les personnes âgées, surtout celles de 60-65 ans, consomment de plus en plus de médicaments, d'appareils médicaux et des services de santé. Cela représente une opportunité significante pour les entreprises du secteur de la santé. Pour exploiter cette tendance, examinons deux entreprises importantes. On va commencer avec Thermo Fisher. Next slide, s'il vous plaît. Thermo Fisher est le leader mondial des sciences de la vie. Elle fournit des équipes essentielles aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et hospitalières et de la recherche. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle offre une gamme complète d'outils et des consumables pour découvrir des médicaments sans être limité à une technologie spécifique ou à un domaine thérapeutique particulier. Investir dans Thermo Fisher est une excellente opportunité pour profiter des avances futures dans le domaine de la santé. Prochaine slide. No, c'est back one, please. Passons à Novo Nordisk, un leader mondial dans le traitement de diabète depuis presque 100 ans. Avec la hausse prévue de diabète due à l'augmentation du poids et au vieillissement des populations occidentales, Novo Nordisk devrait continuer à dominer ce secteur. Il est souvent en tête avec Eli Lilly. En plus de diabète, Novo Nordisk s'intéresse également au traitement de l'obésité. En 2021, son médicament, Wegovy, a été approuvé aux États-Unis. Les experts prévoient que le marché de l'obésité dépassera
les 100 milliards de dollars d'ici de 2030, offrant ainsi une grande opportunité à Novo Nordisk et à Eli Lilly dans ce domaine en croissance. La même substance utilisée dans la Wegovy et un médicament pour perdre du poids aide aussi à réduire les risques cardiovasculaires. Des recherches étudiant également son utilisation pour d'autres maladies comme le problème Raynaud et Alzheimer's aussi. Globalement, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'investir dans le Novo Nordisk. Prochaine slide, s'il vous plaît. Un autre sujet qui nous intéresse est la croissance de la richesse en Asie. Selon une étude de HSBC, le nombre de millionnaires en Asie devra doubler d'ici 2030, passant d'environ 30 millions en 2022 à plus de 76 millions par 2030. Ce phénomène concerne non seulement la Chine, mais aussi d'autres pays comme Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, Indonésie et les Philippines. Pour investir dans ce domaine, nous regardons LVMH ou Louis Vuitton. Avec plus de 100 ans d'histoire, LVMH possède certaines des marques de luxe les plus célébrées au monde, comme Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Givenchy, Tiffany, Tag et Sephora. Ce qui nous attire chez LVMH, ce sont ces avantages compétitifs qui se renforcent mutuellement. Par exemple, dans le secteur de la mode, LVMH bénéficie des marques emblématiques comme Louis Vuitton et Fendi pour consolider ses actifs précieux. Parlons maintenant d'intelligence artificielle. La prochaine slide, s'il vous plaît. C'est un sujet très populaire, surtout avec l'hausse des actions de NVIDIA. Est-ce que tout ce buzz est justifié? Nous le savons avec le temps. Les gens sont excités par AI qu'elle peut vraiment changer beaucoup de choses, comme l'entend souvent. Selon un rapport de PricewaterhouseCoopers, l'intelligence artificielle pourrait ajouter jusqu'à 700 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, dépassant ainsi ce qui produisent actuellement la Chine et l'Inde ensemble. C'est très énorme. Ce qui m'intéresse beaucoup avec AI, c'est son potentiel d'impact dans différents domaines. On parle beaucoup dans la technologie, surtout avec les grandes entreprises comme les 7 grandes. Mais AI pourrait aussi transformer le commerce de détail, les services financiers et les soins de santé en améliorant la productivité et la qualité des produits. AI génératif semble prometteuse. On pourrait vraiment changer les règles et jeux dans toutes les industries. AI génératif pourra changer comment les gens travaillent et optimisant beaucoup de ces fonds chaque jour. On pense que cela pourrait concerner jusqu'à 60 à 70 du temps de travail actuel. Ce qui m'enthousiasme, c'est que AI pourrait considérablement augmenter la productivité mondiale, comme les ordinateurs et l'Internet ont fait dans les années 1990s.
Ça pourrait vraiment avoir un grand impact. Nous avons des investissements de plusieurs entreprises qui devraient bénéficier de la croissance de l'intelligence artificielle. Les semi-conducteurs attirent beaucoup d'actions et nous en possessons quelques semi-conducteurs. Mais aujourd'hui, je vais parler à Microsoft, l'une de nos plus importantes participations que nous détenons depuis longtemps. Nous pensons que Microsoft est l'un des grands gagnants dans le domaine de AI. Microsoft détient notamment 49% de OpenAI, une entreprise renommée dans la recherche de AI. OpenAI a créé ChatGPT, lancé fin 2022. Nous prévoyons que AI a augmenté la demande pour le service de cloud d'Azure de Microsoft. Cela permet aux clients d'utiliser les modèles importants de OpenAI et plus d'utiliser les modèles de Microsoft. Les clients peuvent aussi exécuter leurs propres modèles ou utiliser ceux en open source pour Azure. Office Copilot est un autre exemple de l'utilisation de AI chez Microsoft. Il aide à tâches comme les rédactions de mémos, les réponses aux emails, la création de présentations PowerPoint, ainsi que l'analyse des données et la création de graphiques avec Excel. Pour toutes ces raisons, nous considérons Microsoft comme un grand bénéficiaire de AI. Pour conclure notre discussion sur les thèmes abordés, nous voyons une croissance à long terme sur plusieurs années. Bien que nous soyons intéressés par ces thèmes, nos choix d'investissement ne sont pas limités par ça. Nous détenons également des actions qui ne correspondent pas au thème discuté aujourd'hui ou du thème spécifique. Notre approche d'investissement reposait sur des entreprises de qualité, bien gérées et évoluant dans les secteurs solides. Nous avons choisi Eaton et Schneider, Novo Nordisk et Microsoft il y a longtemps pour leur activité fondamentale solide et leur équipe de gestion compétente. Elles ont su investir judicieusement leurs ressources pour saisir les meilleures opportunités. Nous exposons ici naturellement aux thèmes passionnants dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. C'est super. Merci beaucoup, Phil, d'avoir pris le temps de faire ça. C'est vraiment le fun de voir que tu as pris le temps de vraiment mettre l'effort pour faire le tout en français aussi. Donc, merci. Je suis sûr que tous nos participants sont contents de l'entendre aussi. Avant qu'on passe aux questions et tout, ce que je voulais peut-être faire, c'est simplement souligner les mandats qu'on a ici à l'écran que tu gères, Phil. Donc, le Fonds mondial de base, NCM, et le Fonds international de base, NCM, qui sont deux de tes mandats principaux. Une chose à noter, c'est que ces deux mandats sont disponibles en série A ou en série F et sont en corporate class, en catégorie de société. Donc, malgré le fait que le nom ne l'indique pas, ce sont des fonds en corporate class, en catégorie de société, et les deux ont un risque moyen. Les solutions sont aussi offertes dans notre série Z. La série Z, c'est quelque chose qu'on offre ici chez NCM, qui est propre à nous. En fait, ce que ça fait, la série Z, c'est que ça permet d'avoir des frais de gestion qui sont fixes, mais en termes de dollars. Donc, plutôt que d'avoir un frais de gestion en pourcentage, on parle de dollars. Le placement minimal requis, dans le fond, c'est de 118 000, mais ça va jusqu'à 1 million pour un montant maximum.
La raison que ça devient intéressant, c'est parce que c'est 1 000 $ par année. Donc, imaginez-vous pour un placement de 1 million dans un de ces fonds-là, ben, dans la série Z à 1 000 $ sur 1 million, ça équivaut à peu près à 0,10 pour de la gestion active, pour un mandat concentré qui est en catégorie de société. Donc, ça peut devenir vraiment intéressant, mais ça va dépendre. Il y a des situations où ça peut valoir la peine. Donc, tout ça pour dire que c'est un outil qu'on offre ici chez NCM. Je suis ouvert à en discuter. Juste me faire signe si jamais vous avez des questions par rapport à la série Z. Sinon, Phil, ce que je vais faire, c'est que on va passer avec les questions, voir si on a reçu des questions, peut-être même pour débuter la séance des questions. Je vais t'en poser une de mon côté, si ça te convient. Euh, je pense que c'est une question que j'ai souvent entendue, donc c'est pour ça que je te la pose. Tu avais parlé plus tôt par rapport à NVIDIA. Donc, justement, l'intelligence artificielle, ben, c'est certainement une grande tendance. Je sais que ça nous intéresse tous. Moi, j'en utilise à tous les jours, pas mal. Mais on sait que c'est encore très tôt. Puis j'ai souvent entendu dire que c'est difficile de savoir ça va être quoi les entreprises qui vont en bénéficier. Mais je sais que NVIDIA, la compagnie en tant que telle, c'est souvent une des compagnies qui va être ciblée ou on va en entendre parler lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Alors, Phil, de ton côté, peux-tu nous dire c'est quoi ton opinion par rapport à NVIDIA? Puis est-ce que tu en détiens dans ton fonds aussi? Nous pensons que l'AI est toujours dans ses débuts et que NVIDIA est considéré comme une façon commune pour jouer sur sa thème. Dans nos fonds, nous ne détenons pas NVIDIA, mais nous possessons d'autres sociétés de semi-conducteurs qui ont bien fonctionné pour nous. Applied Materials, basé aux États-Unis, et ASML, basé aux Pays-Bas, sont deux titres de semi-conducteurs que nous avons. Ces deux sociétés sont très grande qualité et sont bons en bonne position pour bénéficier de l'intelligence artificielle. Merci, merci Phil. J'ai vu une question qui est, ben, en fait, c'est un peu en lien avec ce qu'on avait déjà discuté. Fait que je vais l'inclure là-dedans, mais les sanctions par rapport à la Chine. Donc, en fait, ben, les sanctions contre la Chine, on voit qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Alors, comment est-ce que, ben, on considère ou comment considères-tu les risques géopolitiques lorsque on investit justement dans des entreprises qui sont attirantes, mais qui sont situées peut-être dans une juridiction qu'on va considérer à plus haut risque. L'exemple comme, ben, je vais prendre l'exemple de la Chine. Pour notre gestion des risques spécifiques au pays, nous avons une préférence pour les économies développées, comme les États-Unis, l'Europe et le Japon. Nous avons une grande confiance dans les lois, la compatibilité et la gouvernance dans ces pays. Nous voyons des perspectives de croissance à long terme intéressantes pour certains marchés émergents, mais notre façon préférée de nous exposer à cette croissance est d'investir dans des sociétés situées dans des pays développés mais qui ont une forte présence sur les marchés émergents. Merci, merci Phil. Je vais juste voir, je ne pense pas qu'on a reçu d'autres questions, mais s'il y en a, sentez-vous bien à l'aise de les poser. Vous avez la fonctionnalité questions-réponses ou le Q&A sur Zoom. Mais sinon, je vois là qu'on n'a toujours pas reçu d'autres questions. Alors, ben, étant donné qu'on a encore quelques minutes, c'est correct. On va pouvoir peut-être clore la présentation et vous permettre d'avoir un 15 minutes supplémentaires dans votre journée. Mais sur ce, je veux juste remercier tout le monde qui est sur l'appel aujourd'hui.
Juste vous rappeler, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre directement. Niraj, ici, vous avez mes coordonnées. Mais pour tous ceux qui sont sur l'appel, je vais faire un petit suivi avec vous. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir été sur l'appel. Puis à tout le monde, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci.